Emmanuel Macron a été en effet élu sur un programme européen qui combine des réformes structurelles, la discipline budgétaire et ce qu'il appelle une Europe qui protège donc avec des politiques de sécurité commune, de défense, avec un budget au niveau de la zone euro, des normes sociales à travers l'Union européenne et peut-être une politique commerciale un peu plus énergique, disons, vis-à-vis par exemple de la concurrence fiscale ou des standards environnementaux. Alors évidemment, donc, nous sommes face à un partenaire allemand qui applaudit sur les réformes structurelles, qui applaudit sur la discipline budgétaire et qui regarde avec une certaine suspicion l'Europe qui protège. Et encore, le volet sécurité, défense passe encore, mais les autres points, on est loin de partir en terrain conquis. En effet, la plupart des partenaires européens considèrent que l'Europe devrait en faire plutôt moins et non pas plus. Et puis il y a toujours une suspicion sur cette fameuse union de transfert que les Français sont assez forts pour pousser et qui rebute nos partenaires. Alors, donc quels sont les chantiers qui se présentent? Il y a des chantiers de court terme, des chantiers de moyen terme, de long terme, mais qu'il faut tous engager très vite parce que, comme on l'a vu, la politique peut, elle aussi, aller très vite et il y a une insatisfaction vis-à-vis de l'Europe qui est tout à fait claire qu'on a vu ces dernières semaines. Alors, à mon avis, il y a trois chantiers. Le premier, le plus évident, c'est faire en sorte que l'euro fonctionne. Donc on est maintenant quand même assez au clair sur les défauts qu'avait la construction de Maastricht, qui était premièrement le fait de faire une union monétaire sans union bancaire, alors que ce sont les banques qui créent 90% de la monnaie. La deuxième défaut, c'était une certaine incohérence dans le traité entre la règle de non-renflouement, la règle de non-monétisation des déficits et la règle d'absence de défaut. Donc on voit qu'il y a un problème. Et le troisième, c'était qu'on avait complètement oublié la coordination des politiques macroéconomiques, sauf Trichet qui se promenait avec des graphiques, mais qui n'intéressaient personne. Alors je pense que nous avons pas mal progressé sur au moins la première dimension, avec la création de l'union bancaire. Donc la première chose à faire, c'est de compléter l'union bancaire. C'est assez technique. Les experts sont quand même relativement d'accord. Donc après, c'est une question de négociation politique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le deuxième, c'est donc l'incohérence dans le traité. Donc, on a quand même pas mal progressé avec la création du mécanisme européen de stabilité. Il y a des débats aujourd'hui sur qu'est-ce qu'il faut faire du mécanisme européen de stabilité. Là, les experts ne sont pas d'accord, mais on progresse. Je ne suis pas trop inquiète sur ce deuxième volet. Le troisième volet, on a créé le semestre européen. C'était une bonne idée au départ, mais ça a dégénéré en monstre technocratique. Et donc, bon, c'est un sujet qui personnellement me passionne, mais je ne suis pas sûre que ça vous passionne. Donc, je répondrai aux questions sur le semestre européen. Et ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, pour la coordination des politiques macroéconomiques qui en est encore assez balbutiement. Alors, au-delà de ça, il y a un sujet assez fondamental, donc c'est un peu le deuxième chantier, qui est un peu de normaliser la zone euro par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. On sait que la zone euro a un problème, c'est que c'est une monnaie sans État. Et pas mal de nos soucis en matière de stabilité financière, de politique macroéconomique aussi, sont liés à ça. Et donc il y a eu pas mal de propositions qui ont été faites pour que à la monnaie unique corresponde à ce qu'on appelle un actif sans risque, donc à l'image des bons du Trésor américains. On n'a pas l'équivalent en Europe, ce qui cause pas mal de soucis. Donc on peut le construire à partir des dettes publiques existantes. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de liquidités, mais il faut trouver un système pour que ça ne se transforme pas en une mutualisation qui fasse reporter le risque sur des pays vertueux. Il y a une autre solution qui est de créer un budget zone euro et d'émettre des dettes qui soient des dettes européennes, mais à ce moment-là, on ne crée pas de la liquidité parce que ce sera des tout petits flux. Donc là, le débat doit continuer, mais disons qu'il y a pas mal de propositions sur la table, donc on ne parle pas de rien. Il y a un troisième volet, et je vais en terminer par là, qui, lui, a été assez peu exploré par les experts, et notamment parce que, de mon point de vue, ça réclame une réflexion pluridisciplinaire qui a sans doute pas mal manqué. C'est une nouvelle doctrine d'intégration. C'est-à-dire qu'on voit que la doctrine aujourd'hui européenne semble en panne.
Alors, quelle est cette doctrine? L'idée, c'est qu'on va avoir un enrichissement des Européens via l'intégration. L'intégration, ça entraîne une hausse de la productivité, mais pas dans toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont fermer et vont remplacer par des entreprises plus productives, et donc c'est un processus bien connu de destruction créatrice. Donc l'Europe a une responsabilité, l'Europe c'est le marché unique, c'est aussi les accords commerciaux avec le reste du monde, et donc qui ont un impact évidemment, ça accroît l'efficacité du système productif européen, mais eh bien, il y a des gagnants et des perdants. Et c'est le deuxième volet de la doctrine européenne, c'est que s'occuper des perdants, s'occuper des gagnants, ça va à peu près, mais s'occuper des perdants, eh bien, c'est laissé au niveau des États, très largement, par le principe de subsidiarité. Ce sont les gouvernements qui doivent s'occuper de ça, et ils ont quand même assez mal géré la chose, soit qu'ils n'avaient pas envie, hein, et au Royaume-Uni c'est assez clair dans les enquêtes d'opinion, en fait ça correspond à une évolution politique, soit que eh bien, leur base fiscale, par exemple, est mangée par des petits oiseaux qui viennent manger le gâteau et qui réduisent la capacité d'un État à faire de la redistribution, par exemple par une fiscalité progressive. Il y a aussi, par exemple, sur la question sociale, sur la question qui occupe beaucoup les Français des travailleurs détachés, le problème est beaucoup moins la législation que son application et la fraude massive et le fait qu'on ne s'est pas du tout donné les moyens de lutter contre la fraude. Donc, je pense que cette doctrine aujourd'hui est remise en cause. Et que justement un des projets du nouveau président français, c'est éventuellement de proposer à ses partenaires, non pas de modifier l'équilibre entre efficacité et équité, puisque dans les différents pays on a des choix différents, il faut les respecter, mais d'avancer simultanément sur les deux, c'est-à-dire pour progresser sur le volet efficacité, donc pour renouer avec la croissance, avoir plus de concurrence, mais plus de concurrence non pas entre les États, mais entre les entreprises. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine des services, du numérique, il y a énormément de choses à faire, donc progresser sur cette dimension-là, et en même temps, comme dirait le Président, sur le volet équité. Donc je pense qu'il faut le comprendre comme ça, une Europe qui protège, et certains partenaires voudront seulement le volet efficacité, mais ce n'est pas une offre qui politiquement est tenable. D'autres veulent seulement le volet protection, ça n'est pas non plus tenable, et donc l'idée c'est de progresser sur les deux, de manière à formuler une offre qui ne peut pas être refusée, comme le disent certains réalisateurs. Alors bon, moi j'ai ma propre proposition. Je pense que les Français sont bien naïfs quand ils proposent par exemple une assurance chômage européenne. Moi, je suis à fond pour l'assurance chômage européenne, mais dans un cadre plus large qui serait une union pour l'emploi, qui comporterait une certaine convergence des marchés du travail européens, mais pas au sens de l'harmonisation, au sens d'avoir un marché du travail qui fonctionne dans les différents pays européens. Vous débrouillez, mais il ne faut pas qu'on ait un marché du travail dual, il faut qu'on ait des agences pour l'emploi qui fonctionnent, un système de formation professionnelle qui fonctionne, etc., donc des critères. Deuxième volet, intégration des marchés du travail européens pour qu'il y ait des véritables opportunités qui soient offertes à des individus pour aller se former ou travailler dans d'autres pays, conserver des droits sociaux qui soient complètement neutres. Aujourd'hui, il y a des tas de distorsions qu'on pourrait supprimer. Et le troisième volet, c'est la protection, et donc revoir complètement le Fonds européen d'adaptation à la mondialisation qui, lui, pour le coup, est mal adapté. L'assurance chômage européenne à l'américaine viendrait dans ce cadre-là pour temporairement allonger la période d'indemnisation du chômage dans un État qui est fortement, douloureusement touché par un choc négatif. Hein, mais ça vient en complément d'un ensemble plus large. On est en train de faire l'union des marchés de capitaux, l'union bancaire, et c'est quand même assez flagrant qu'il n'y a rien n'est fait pour le volet travail, qui est quand même la chose. Il faut bien avoir en tête que ce qui est populaire aujourd'hui en Europe, c'est Erasmus, qui modifie la vie d'individus, et il faut essayer de construire la même chose pour l'ensemble des travailleurs, pour que l'Europe signifie quelque chose, une opportunité et une protection dans leur vie quotidienne, et non pas quelque chose de technocratique entre les États.